Bonjour, bienvenue aux Rencontres internationales de la mobilité durable. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Michel Desjoyeux qui vient tout droit de son Finistère natal sous la pluie. Ça doit mieux aller maintenant. On est beaucoup mieux sous le soleil, mais il faut de l'eau aussi. Oui. Et de l'eau douce, les prairies sont plus vertes. Absolument. Alors votre Finistère, Dieu sait que vous l'aimez, vous l'appelez comment ? Penarbed, c'est la tête de la terre en breton. Et voilà, on est au bout de tout et c'est pas mal finalement. Alors au bout de tout, effectivement, c'est là que vous êtes né, là ou peut-être sur un bateau, la légende dit. Vos parents d'ailleurs étaient effectivement dans cette région qui était une espèce de page blanche, ou voire 4 pages blanches. Ils ont d'ailleurs eux-mêmes fait pas mal de choses, puisque vous n'êtes pas marin par hasard complètement. Racontez-nous en quelques mots l'histoire de votre père et des fameux Glénans. Alors, en fait, mon père est arrivé dans le Finistère Sud, donc sur l'archipel des Glénans, grâce à Philippe Vianney, qui était patron d'un réseau de résistance, qui après-guerre s'est dit qu'il ne pouvait pas lâcher les jeunes dans la nature, il fallait les occuper, il les emmenait faire du ski l'hiver et puis il les emmenait faire de la voile l'été sur l'archipel des Glénans. Aujourd'hui, on appellerait ça un centre de réinsertion. Et puis, c'est devenu une école de voile mondialement connue. Mais après, à l'origine, c'était pour aider les jeunes à retrouver un peu goût à la vie. Et puis sur le site, il a trouvé l'endroit sympa, il a rencontré ma maman, et puis ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire. Il a travaillé dans un chantier de bateau de pêche, il a fait un peu plein de choses. Et puis c'était le début de la plaisance, en tout cas de la plaisance un peu plus de masse. Les bateaux étaient en bois, il fallait les entretenir, les hiverner, les repeindre, changer des bouts de bois, entretenir tout ça. Et puis il a créé cette activité-là sur le site de la Forêt-Fouesnant, qui après s'est appelé Port-la-Forêt, quand le port de Plaisance s'est construit. Moi, je suis arrivé dans cet environnement-là. Je suis né là-dedans et j'ai grandi là-dedans. Et puis, dans la série des pages blanches, après les Glénans et puis le chantier naval, le centre d'entraînement de Port-la-Forêt qui est créé en 90, qui est aujourd'hui le must en matière de palmarès de course au large. Tous les bons se sentent obligés de venir là. Et puis moi j'ai créé une écurie de course au large qui était aussi une chose un petit peu nouvelle à l'époque, de rassembler plusieurs marins dans la même structure. Et puis aujourd'hui, on est plus dans la transmission de tout ce savoir-faire. C'est ça, c'est pour ça qu'on vous appelle d'ailleurs le professeur. Mais avant d'être le professeur, vous étiez un garçon de 15 ans qui finalement avait commencé à naviguer très tôt, puisque ça fait 30 ans maintenant que vous naviguez et vous avez quand même battu de nombreux records. Est-ce que votre humilité pourrait quand même souffrir de nous donner quelques éléments de ce beau parcours? Alors je suis plus connu pour mes courses en solitaire, puisque en France elles sont plus médiatiques. J'ai gagné 2 fois le Vendée Globe, 3 fois la solitaire du Figaro, une fois la Route du Rhum, une fois la Transat anglaise, une fois la Transat Jacques Vabre, une fois la Transat AG2R. Et j'en passais des meilleurs. Mais j'ai aussi beaucoup navigué en équipage, comme skipper, mais aussi comme équipier, avec toujours beaucoup de plaisir. Quand on est tout seul, on apprend par ses bêtises, ce qui n'est pas très satisfaisant intellectuellement. Quand on navigue en équipage, on apprend par l'autre et par l'échange. Et c'est aussi un aspect qui est très intéressant. Alors cette dimension altruiste, vous la mettez aujourd'hui finalement aussi dans votre présence ici. Présence évidemment que nous devons aussi à votre grand ami Denis Auro, qui est une figure du Vendée Globe aussi. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée des rencontres internationales de la mobilité durable, c'est-à-dire qui réunit pour la première fois Air, Terre, Mer dans un village monde, une marque monde, Saint-Tropez, susceptible sans doute de passer un vrai message? Oui, on le voit bien avec tout ce qui se passe, même si certains ne sont pas encore totalement convaincus que la planète ne va pas forcément très bien. On en est très certainement grandement responsable. Et il faut qu'on inverse cette tendance et qu'on soit beaucoup plus rationnel, beaucoup plus économe. Sur la terre, sur la mer également. C'est déjà des choses que nous on fait au quotidien pour la performance. Même s'il y a des choses un petit peu paradoxales, notamment nos bateaux sont faits avec de la chimie plus. Donc on n'en est pas très fiers. Donc il ne faut pas faire du greenwashing, il ne faut pas raconter que ça y est, c'est un bateau à voile, donc c'est très propre. Il y a d'ailleurs plein de gens qui nous disent c'est génial la voile, c'est un sport propre. Je leur dis oui, une fois que le bateau navigue, il est propre. Ça, oui, mais avant c'est juste une catastrophe. Et après, pour le moment, on ne sait pas encore les déconstruire. C'est du carbone, c'est des résines issues du pétrole. Donc voilà, mais par contre on se doit en tant qu'utilisateur de la nature au sens large, la mer représentant 75% de la surface du globe, on se doit d'être au moins exemplaire et d'être, sinon leader, au moins
moteur. Alors, je précise qu'entre autres surnoms, donc nous avons le professeur, nous avons également Cashman, c'est-à-dire un monsieur qui dit ce qu'il pense, voire qui pense ce qu'il dit également. Oui, les deux vont de pair, je Alors, pense. il y a une chose qui vous agace, effectivement, que vous venez de nous dire plus ou moins, c'est ce fameux greenwashing. Ben oui, quand aujourd'hui, pour avoir une étiquette écologique, on vous dit que regardez, ce stylo est en bois ou ce clavier d'ordinateur est en bois, il est plus écologique que le clavier en plastique qui est dedans. Je déteste ces comportements-là. Aujourd'hui, on peut vous raconter plein de choses, plein de belles histoires, mais la vérité, elle est pas si simple que ça. Faut faire bien évidemment beaucoup de compromis et trouver peut-être pas la meilleure, mais la moins mauvaise solution, sachant qu'on est quand même dans une époque où la technologie et les recherches nous ouvrent beaucoup d'horizons. Il y a quelques années, par exemple, quand la discussion sur l'hydrogène est arrivée, beaucoup de gens rigolaient et moi j'y croyais pas du tout. Aujourd'hui, on sait que c'est une des alternatives qui a des avantages. De l'électricité, on peut faire de l'hydrogène, et avec de l'hydrogène, on peut refaire de l'électricité. Et c'est une des problématiques de l'électricité aujourd'hui. On peut avoir des panneaux solaires, des moulins à vent, des éoliennes et tout un tas de solutions. Le problème, c'est stocker cette énergie-là. Quand il fait jour et qu'il y a du vent, on sait avoir de l'énergie. Quand il fait nuit et qu'il n'y a pas de vent, on a besoin de l'énergie quand même, et c'est là qu'on ne sait plus comment la faire. C'est aussi ça qui est intéressant dans les rencontres internationales, c'est qu'il y a plein de gens qui arrivent avec des idées et qu'il va falloir peut-être pas jeter les mauvaises, mais au moins garder les bonnes et puis les mélanger, retourner les mauvaises pour prendre le bon côté et trouver ce qui va pas pour faire un système qui va. Et qui devient du coup durable et qui va nous permettre de continuer de se mouvoir. Absolument. Alors j'imagine que dans votre cabinet d'architecture navale, qui est baptisé Mer Calme, mer forte, oui, pourquoi ça vous ressemble pas? Mer calme, c'est un médicament contre le mal de mer. Non, bien sûr, exactement. Alors donc je disais bien mer folle, puis il y a pas mer agitée aussi. Donc j'imagine que dans ce cabinet on est un peu secoué aussi chez nous, mais ça c'est autre chose. J'imagine, mais ça ne se voit pas. J'imagine que dans votre cabinet, vous faites des recherches particulières. Vous travaillez avec des architectes pour travailler justement dans le sens de cette mobilité propre. Alors c'est vrai que le fait d'être compétiteur à la voile nous amène à un certain degré de recherche d'optimisation, d'efficacité et donc d'une certaine façon d'efficience qui va regrouper un peu tous ces termes. Et que du coup des gens viennent aussi nous chercher pour ça, mais pas forcément pour faire un bateau de course, ça peut être pour faire un bateau de croisière, ça peut être pour faire un bateau de commerce utilisant l'énergie du vent, où nous on arrive avec notre savoir-faire en matière de bateaux et de propulsion, mais aussi avec notre forme d'esprit d'optimiser et de regarder un bateau il freine autant qu'il a envie d'avancer et donc faut lever des freins pour qu'il aille plus vite ou plus facilement on a l'impression qu'aujourd'hui un bateau à voile de commerce c'est une révolution. Non, c'est ce qu'on faisait il y a 150 ans quand on n'avait pas encore inventé la machine à vapeur et tout ça. Donc on revient vers des choses historiques parce qu'à l'époque ils n'avaient pas le pétrole et toutes les bêtises qu'on a pu en faire, et puis faut peut-être revenir vers des solutions plus anciennes, mais à les mettre au goût du jour avec le savoir qu'on a aujourd'hui qui est énorme. Absolument. Alors Michel, est-ce que vous serez présent aux 20 ans des voiles de Saint-Tropez qui démarrent dans 2 jours? Je reviens lundi matin ici à Saint-Tropez pour faire de la voile, justement sur un vieux bateau en bois, un classique. Donc vous restez de lundi jusqu'à la fin des voiles? Oui, de lundi prochain jusqu'à la fin des voiles, je serai là, oui. Très bien. Bon écoutez, la suite de l'interview, donc au moment des voiles de Saint-Tropez, avec Michel Desjoyaux, et peut-être un petit tour en bateau avec cet homme de la mer qui quittera donc sous bout du monde pour venir au centre du monde. Boum. Pas mal. Belle suite.